Président du mouvement 11 millions et allié du parti Univers. Il est d'ailleurs sorti 3e à la récente élection présidentielle. Cabral Libye, rebonjour. Rebonjour à vous. L'actualité au Cameroun, c'est l'arrestation d'un ancien candidat à la présidentielle, Maurice Kamto, et ses militants. En tant qu'ancien candidat aussi, quelle appréciation de ces interpellations? Il y a quelques jours, j'ai rendu public mon appréciation de tout ce qui se passe sous forme de communiqué. C'était intitulé Déclaration de Cabral Libye du 29 janvier 2018, dont je me contenterai peut-être ici pour répondre à votre question de revenir peut-être sommairement sur ce que j'avais déjà dit. Évidemment, nous traversons des moments difficiles, mais cela n'est pas nouveau. J'ai rappelé que le SDF est né dans une mare de sang. C'était en 1991. Et depuis lors, ça n'a pas véritablement changé. Le régime qui nous gouverne depuis la date que vous connaissez s'est taillé notamment en 1990 des lois sur mesure. Les fameuses lois sur les libertés de 1990 qui font que depuis cette date, tous ceux qui essayent d'exprimer, de s'exprimer, de manifester, subissent l'embastillement, la répression, l'étouffement et tout ce que vous voulez. Et beaucoup avant moi, beaucoup avant nous, ont prédit cela. Si une société sur la durée s'inscrit dans l'étouffement de l'expression des libertés, des droits fondamentaux, s'inscrit dans la répression. Quand je dis ça ne date pas d'aujourd'hui, je parlais de 91. Vous pourrez revenir sur beaucoup d'exemples. 2008, je rappelle que dans cette ville où nous nous trouvons, en 2008, des Camerounais ont été abattus à balles réelles. En 2008. Je rappelle que pour parler de rassemblement de leaders politiques, oui, c'était au mois de février de 2008, il y a 10 ans déjà, le temps passe vite. Mais plusieurs fois, des leaders politiques ont été battus, souvent dans leur siège, à Douala ou à Yaoundé. Alors, c'est un trait caractéristique du régime qui nous gouverne. C'est pour cela que, au-delà de l'émoi du moment, il faut toujours se rappeler qu'on est dans le prolongement ou dans la continuité d'une façon de faire. Je ne suis même pas sûr qu'on ait déjà atteint ces derniers jours le niveau de violence qui a souvent prévalu par le passé à certains moments de notre histoire politique. Quelqu'un me rappelait hier fort bien que Samuel Lebois, dans ce pays, a été battu un jour comme un serpent dans un carrefour, ici même à Douala. Que des leaders politiques ont été souvent battus. Je rappelle que les marches auxquelles vous faites allusion, qui sont celles du parti MRC, ont eu lieu le 26. Oui. Mais 3 jours avant, ici dans cette ville de Douala, il y avait une marche qui était programmée par un autre parti, le SDF. Non seulement ça a été interdit, mais lorsqu'ils se sont eux aussi entêtés, je crois qu'ils ont été arrêtés par la police et amenés on ne sait où et libérés plus tard. Donc ça aurait pu aussi arriver, peut-être qu'on tire sur des gens si cela s'était entêté davantage. Donc, et quand vous parlez de marche, ben adressez-vous au SDF, adressez-vous au Manidem, adressez-vous... il y a presque des marcheurs de métier, il y a des manifestants de métier, il y a des revendicateurs de métier. Mbouamasso qu'il est bien dans cette ville. Allez les voir, ils vous diront ce qui a été subi par les Camerounais. Évidemment, à chaque fois, on ne peut que s'en émouvoir, on ne peut que le regretter, on ne peut que le condamner. Vous savez, beaucoup de gens ne le savent pas. Moi qui vous parle, j'ai passé une dizaine de jours en prison en 2011. C'était dans la ville des Eka, justement parce que nous étions arrivés pour une manifestation de jeunes. Et pendant qu'on était en pleine réunion, une escouade mixte était arrivée, armes au poing. On s'est saisi de nous, d'aucuns ont été emmenés à la gendarmerie, d'autres au commissariat. Je me rappelle encore quelques journalistes qui étaient là à l'époque ont pris la fuite. Et puis on y a laissé 10 jours comme ça, et puis ça passe par perte et profit, comme on dit toujours. Donc si vous vous lancez dans cette affaire, maintenant, comme étudiant, je ne vous dirai pas tout ce qu'on a subi. C'est récurrent. Et tout le temps, on a dit, continuez comme ça, un jour, vous ne pourrez plus contenir la colère des populations.
Peut-être qu'on n'en est même pas encore là. Mais on ne veut toujours pas tirer les leçons. Donc, moi, je suis constant sur cette question. Vous savez, il y a très exactement 1 an, le Parti Univers avait convoqué son congrès. Congrès au cours duquel on devait présenter la candidature à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Un sous-préfet a dit que c'était précoce de convoquer un congrès. Ben, l'affaire est pendante devant les tribunaux. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que certains aujourd'hui qui sont concernés par ce qui se passe étaient devenus les reporters et les confidents de ce sous-préfet et se moquaient royalement de nous à l'époque, traînant comme d'illettrés qui ne savaient pas comment on fait un droit, comment on convoque une réunion. Et c'est ce qui est regrettable. Vous savez, on est dans un pays, c'est bizarre. Quand quelque chose nous arrive, parfois nous faisons comme si nous sommes les premiers à qui ça arrive. Quand ça arrive aux autres, on ne se sent pas concerné. On se dit, c'est leur tour. Oh, c'est eux qui ne savent pas le faire. Mais c'est quand ça vous arrive vous-même que vous réalisez que c'est compliqué. Là, je ne parle pas spécifiquement du MRC, parce que le MRC, depuis pratiquement 2012 qu'il existe, a subi à maintes reprises ce genre de choses. En tout cas, tous les partis politiques qui sont aux avant-postes, qui sont dans l'action, qui sont sur le terrain, qui se battent véritablement d'une façon ou d'une autre, partis politiques ou organisations de la société civile. Je rappelle que avant même que ça ne devienne le crack, c'est-à-dire, enfin, encore que ce n'est pas devenu le crack, je parle de Bernard Djonga, bien avant qu'il ne devienne président d'un parti politique, et à l'époque il travaillait encore avec Valsero, l'artiste Valsero. Moi je me rappelle qu'à maintes reprises ont été battus à Yaoundé, simplement parce qu'ils manifestaient souvent pour les droits des agriculteurs. Et ils marchaient pacifiquement pour les droits des agriculteurs. On les bastonnait violemment, on les gazait, et on les jetait dans des géoles, et parfois ils y passaient des semaines. Donc, j'ai envie de dire, comme tout Camerounais dirait prosaïquement, c'est l'heure souvent. Sauf que, tôt ou tard, le peuple tyrannisé finira par venir à bout de l'oppresseur. Et ils ne veulent toujours pas tirer les leçons. Je rappelle que le Cameroun a ratifié la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, de son propre gré. Pourquoi nous n'arrivons toujours pas à nous soumettre aux engagements auxquels nous avons librement consenti? Donc, pour faire court, je ne peux que regretter ce qui se passe. Je ne peux que le condamner. Je ne peux que dire ma compassion à tous ceux qui ont subi des violences, parce qu'il faut bien préciser que les marches en question étaient interdites et qu'au Cameroun, parfois vous ne pouvez pas avancer si vous ne bravez pas l'interdiction. Et que chaque fois que vous prenez sur vous de braver l'interdiction, vous savez à peu près ce à quoi vous devez vous attendre. C'est d'abord des sommations, et puis quand vous ne suivez pas la sommation, ben, vous êtes violenté par la police. Ça remet évidemment en relief le rapport que la société entretient avec l'État. Je dis, la misère, l'expression de la misère, les cris de détresse d'un peuple désespéré, déboussolé, ne légitimeront jamais la violence légitime dont l'État a le monopole. Un État, en tout cas, le monopole de la violence légitime ne saurait nous laisser penser que le rôle de l'État, c'est seulement de nous étouffer. Non, l'État doit aussi nous encadrer, l'État doit nous soigner, l'État doit nous protéger. Mais vous êtes encore dans un pays où on vous dit que la peur du policier, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que nous sommes encore dans un état où lorsque vous marchez dans la rue et que vous voyez le policier, vous avez parfois le frisson. Vous sursautez. Si un homme en tenue vous regarde longtemps et bizarrement, vous commencez à avoir peur. Alors que ça devrait être l'inverse. On devrait être dans une société où lorsque vous croisez le policier, lorsque vous croisez le militaire, lorsque vous voyez le gendarme, comme ça se fait dans d'autres pays où nous sommes allés, vous devez plutôt vous sentir en sécurité. Mais vous savez bien que nous sommes dans une société où parfois, lorsqu'on attrape le bandit au quartier, qu'est-ce qu'on fait? On préfère le tuer et le brûler. Parce qu'on ne fait pas confiance au commissariat où on va l'amener. Ça remet au goût du jour le rapport que l'État entretient avec la nation. Est-ce que nous nous sentons protégés par la nation? Je reviens peut-être là au discours que je tenais pendant la campagne, parce que c'est ce contrat social qu'il faut revoir. Et c'est ce à quoi certains hommes politiques, notamment ceux qui étaient candidats à l'élection présidentielle, invitaient les compatriotes. Est-ce que nous pouvons continuer dans un état où nous avons le sentiment d'être opprimés par lui? Nous avons le sentiment d'être écrasés par lui. À quel moment même, en fait,
on se sent pris en charge par l'État. Vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, c'est la catastrophe. Vous êtes attaqué, vous êtes agressé, vous allez vers l'État, c'est la catastrophe, c'est le rejet, parfois l'indifférence. Vous allez dans un ministère suivre un dossier. Vous vous attendez à ce que l'État vous reçoive, vous accompagne, vous encadre, vous oriente. Non, c'est la catastrophe. Le seul moment où l'État sort le muscle, le seul moment où l'État vous montre qu'il existe, le seul moment où l'État s'exerce sur vous, c'est lorsque vous voulez crier votre détresse. C'est lorsque vous voulez dire votre ras-le-bol. En ce moment, l'État vous rappelle, je suis l'État, je dois exercer le monopole de la violence légitime dont je suis le possesseur. Tant que nous continuerons comme ça, vous savez, on n'invente pas la roue. Tant que le Cameroun est dans cette perspective, tôt ou tard, ça dérivera vers une situation aux conséquences imprévisibles. Je suis encore là ce matin pour lancer ce cri à l'endroit de ceux qui se sont octroyés 7 ans de plus à la direction de ce pays, de leur dire ce que j'ai l'habitude de leur dire. Sur cette question, moi je suis constant. Je suis de ceux qui subissent les affres de cet État qui écrase. Et je leur dis, continuez sur cette voie. Tôt ou tard, vous mettrez dans ce pays dans une situation inextricable. On en est peut-être malheureusement plus loin. À fond, bien sûr, le programme Sacré Matin en direct de Yaoundé sur Tropique FM 88.1 FM. C'est également sur le bouquet canal 7, sur le canal 446, sans oublier en FM 90.3 FM à Douala. Nous avons bien sûr en studio notre invité Capra Libi. On rappelle bien sûr en l'instant, c'était Roland Tchapi qui revenait bien sûr sur cette autorisation de marche bien sûr accordée à une je vais appeler ça comment, une association, un collectif qui dit marcher contre la marche. Donc c'est prévu demain du côté de Yaoundé. Déjà, quelle différence fait-on entre réunion et manifestation, Capra Libi? Alors la loi de 90, en tout cas l'une des lois de 90, fait une nuance bien claire, mais qui n'est pas toujours apparente pour tout le monde. Je commence par les réunions. Les réunions comme les manifestations sont du régime de la déclaration. C'est-à-dire que quand vous voulez vous réunir, tout ce qu'on vous demande de faire, c'est que 7 jours avant la date prévue pour votre réunion, que vous disiez à l'autorité administrative compétente, en l'occurrence le sous-préfet, que vous avez l'intention de vous réunir à tel endroit, à telle heure, pour parler de telle chose. Il en est de même pour la manifestation. Vous lui dites, nous voulons manifester tel jour pour telle raison, à tel endroit, de telle heure à telle heure. Dans le premier cas, c'est-à-dire celui de la réunion, le sous-préfet doit tout simplement vous délivrer un récépissé. C'est-à-dire, c'est un acte administratif qui signifie qu'il est au courant et qu'il a pris acte. S'il le désire, c'est ce que dit la loi, il peut assister à votre réunion lui-même. Il peut mandater quelqu'un qui assiste à votre réunion. Mais en aucun cas, il n'intervient dans votre réunion et ne peut y mettre un terme. Mais s'il se rend compte que vous déviez de l'objet que vous lui avez donné, notamment celui qui assiste, il peut donc interpeller l'autorité, qui en ce moment vous rappellera, pas interdira, ou mettra fin, ou un terme, vous rappellera que vous êtes en train de sortir de l'objet, revenez à l'objet. Donc je suis péremptoire. Au Cameroun, aucun sous-préfet n'a le droit d'interdire une réunion publique. C'est pour cela que lorsque notre congrès, le congrès du Parti Univers, a été interdit il y a 1 an en février, lorsque nous avons saisi le juge de référé, c'est-à-dire le président du tribunal de la cour d'appel, qui est compétent en matière de référé pour l'interdiction de manifestations, j'y viens, le juge nous a dit qu'il était incompétent, que lui, il ne peut pas se prononcer sur une affaire qui n'aurait jamais dû avoir lieu, et que nous devons tout simplement nous référer au juge administratif pour excès de pouvoir. Parce que lui, il n'est pas compétent. Et il avait raison. C'est qu'il vous dit, en termes prosaïques, pour expliquer. La loi n'a jamais prévu que quelqu'un interdise une chose. Bon. On a désigné quelqu'un qui intervient lorsqu'une autre chose est interdite, c'est-à-dire la manifestation. Vous allez le voir que intervient donc on a interdit la réunion. Il vous dit non, moi je suis compétent pour intervenir rapidement lorsqu'on a interdit une manifestation, mais pas lorsqu'on a interdit une réunion. Là, vous êtes simplement victime d'un abus. Allez vers le juge administratif. Mais qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu à l'époque? C'est un peu comme mon affaire avec le dépôt tardif du recours à la Cour constitutionnelle ou au Conseil constitutionnel. C'est que nous sommes dans un pays où c'est facile pour que les victimes commencent à adorer le bourreau.
Quand vous dites aux gens, voilà une affaire qui n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que vous entendez? C'est que toi aussi. Donc tu veux dire que le sous-préfet là, lui, ne connaît pas le droit? Donc, tu veux dire que le sous-préfet là, lui, n'était pas à l'école? Et vous voyez des gens qui plus tard se plaindront, donner une caution à ce type d'idiotie. C'est ça qui est regrettable. J'appelle ça idiotie, le terme est un peu fort, mais parce que dans un pays, lorsque les gens peuvent se permettre de créer un droit à eux, c'est ça le retour à la jungle. C'est animalier ça. Venons-en maintenant aux manifestations. Pour les manifestations, c'est-à-dire l'occupation de la voie publique ou de l'espace public, ce qui peut donc entraîner une entrave à la marche normale des choses dans l'espace public, le sous-préfet peut interdire lorsqu'il estime que la manifestation est de nature à troubler l'ordre public. En ce moment, donc, on peut reconnaître pour les manifestations au sous-préfet le droit d'interdire une manifestation, pas d'autoriser. Et M. Tchapi qui intervenait tout à l'heure dans le papier précédent l'a bien dit. C'est pas parce que vous avez le droit d'interdire que ça veut dire que vous pouvez vous autoriser. Parce que sinon, ça deviendrait une affaire où c'est au sous-préfet de décider. Non. Il n'interdit que lorsqu'il estime que la manifestation est de nature à troubler l'ordre public. Et c'est là que tout le débat se trouve. Alors je vais vous étonner en vous disant qu'au Cameroun, il n'y a aucun texte qui nous dit ce que c'est que l'ordre public. Ou ce que c'est qu'un trouble à l'ordre public. Au Cameroun, seul le sous-préfet dans sa tête décide que ça trouble l'ordre public. Ça ne trouble pas l'ordre public. Et ça nous mène donc vers ce qui est autorisé ou alors ce qui n'est pas interdit. Les manifestations... Attendez, oui. C'est très important, c'est un aspect un peu pédagogique. Si on fait une étude comparative, vous savez, on est dans un pays en moitié ou en partie francophone, et nous nous inspirons beaucoup du droit français. C'est des questions qui me sont familières, je suis juriste par ailleurs. En France, ce problème se posait pendant longtemps, et il a été tranché par une jurisprudence. C'est-à-dire un juge un matin a décidé de donner un contenu à l'ordre public. L'ordre public, là-bas, c'est donc trois choses. La salubrité publique, la tranquillité publique et la moralité publique. Voilà les trois choses. Au Cameroun, ni une jurisprudence, ni la constitution, ni une loi ne dit ce que c'est que l'ordre public. Alors lorsqu'un sous-préfet, un matin, et les juges ont maintes fois été saisis sur la question et se sont toujours refusés de statuer. Lorsqu'un sous-préfet interdit donc une marche, qu'est-ce qu'il met dans l'ordre public? Cette marche va troubler quoi? La salubrité publique, la tranquillité publique, la moralité publique. Parce que, à la vérité, tous les jours, vous avez des choses qui troublent la moralité publique. Si vous mettez toutes les chansons qu'il y a là maintenant dans votre ordinateur, je suis sûr qu'au bout de la 5e, il y aura déjà un problème de moralité publique. Mais ils n'ont jamais réagi. Donc, en quoi une marche trouble donc la tranquillité publique? Parce qu'il faut donc que lorsqu'un sous-préfet interdit, qu'il puisse dire à celui qui est l'objet de l'interdiction en quoi ce qu'il compte faire trouble l'ordre public. Vous voyez dans tous les pays du monde entier, quand les gens marchent, c'est la démocratie. C'est l'expression de la démocratie. L'État a le droit d'encadrer. Si vous estimez même qu'une marche est susceptible, vous avez vu dans le document que vous venez de lire, qu'est-ce qu'il dit? Là où il n'a pas interdit. Il dit à monsieur, c'est un nom d'ailleurs un peu atypique, dit et aimé, je crois, de cloquer quelque chose. Il lui dit de prendre attache avec les forces de défense ou de sécurité, je ne sais plus, pour que son activité soit encadrée. Et c'est ça le rôle de l'État, madame. C'est ce que je dis depuis le début. Le rôle de l'État, c'est de nous encadrer, c'est de nous accompagner. Lorsque nous voulons marcher, l'État dit, ok, vous avez décidé de marcher tel jour de 8h à 9h, d'un point A à un point B. Comme nous pensons que votre affaire-là est susceptible de devenir un problème, soit parce que certains d'entre vous pourraient devenir survoltés et poseraient des actes inconséquents, soit parce que des gens qui ne vous aiment pas pourraient s'introduire dans votre activité pour y amener du désordre, nous décidons donc de vous accompagner, de vous encadrer, sans faire entrave à l'expression de votre liberté. En quoi cela est-il si difficile? Une fois que je l'ai dit, madame, devrais-je encore m'appesantir sur le document que vous venez de lire? Parce que ce n'est pas une lecture juridique, ce n'est pas une question de légalité sur ce document, c'est une question d'opportunité. Vous savez, une marche, je condamnerai toujours.
ceux qui font entrave à l'expression de la démocratie. Tout comme je condamnerai toujours, avec la même énergie, ceux qui, profitant de cela, posent des actes répréhensibles. Et je voudrais ouvrir juste une petite fenêtre sur ce qui s'est passé, notamment à l'étranger. Et je suis heureux que le parti qui a convoqué les marches se soit désolidarisé très rapidement de ceux qui ont perpétré ces actes. Mais le danger de ça, c'est quoi? C'est que ça légitime dans ce genre de choses que nous sommes en train de voir. Et c'est pour cela que dans ma sortie que vous avez évoquée, je le faisais remarquer. Voilà un pays, la France, ou l'Allemagne, où effectivement les libertés s'expriment, où on laisse aux gens la possibilité de s'exprimer. Et là-bas, qu'ont fait nos compatriotes qui jouissaient donc de cette liberté? Ils ont saccagé l'ambassade. Et ici au Cameroun, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre prétexte à ça, en disant, mais écoutez, ah, là-bas où on vous a autorisé à manifester, qu'avez-vous fait? Vous avez cassé l'ambassade, vous avez mis à sac une ambassade. Donc, si on vous laisse marcher ici, vous allez mettre à sac tous les édifices publics. C'est pour cela que des actes de cette nature provoquent plutôt un durcissement, c'est-à-dire ça donne un prétexte. À ceux qui nous étouffent déjà et qui nous écrasent, ça leur donne le prétexte pour nous étouffer et nous écraser davantage. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Maintenant, quelle est l'opportunité si on veut l'apaisement? Quelle est l'opportunité lorsqu'on a interdit aux uns de manifester, d'autoriser ou de laisser aux autres, de ne pas interdire ceux qui, eux, marchent en réplique aux autres? C'est ça qui est... Je ne sais pas qui a rédigé ce texte. Moi, si j'avais une suggestion à faire à cette autorité, je lui dirais simplement de reporter sa décision. Parce que la figuration dans ce document du vocable réplique veut dire qu'il organise dans l'affrontement entre ceux dont l'activité a été interdite puis réprimée parce qu'ils se sont entêtés et les autres qui, eux, viennent à contre-courant. Pourquoi un État se trouve en train d'organiser des affrontements sur son propre sol? C'est ça qui est absolument regrettable. Maintenant, moi je dirais tout simplement, parce que ce n'est pas une question de légalité, si vous posez le problème de droit, tout le monde vous dira que le sous-préfet est dans son droit. Je l'ai dit moi-même tout à l'heure. Donc ce n'est pas celui qui aura fait toutes les explicitations que je viens de faire qui vous dira qu'un sous-préfet n'est pas dans son droit lorsqu'il a refusé d'interdire ou lorsqu'il a interdit. Sauf que ça pose un problème de parallélisme. Quand d'un côté, vous interdisez de façon systématique à chaque fois, et de l'autre de façon systématique, vous ne l'interdisez pas, ça pose un problème. Vous avez évoqué il y a un instant la situation dans laquelle se trouve le Cameroun. Que proposez-vous? On sait que dans vos déclarations du 29 janvier dernier, vous avez énuméré cela, parlant de l'intensification des inscriptions sur les listes électorales, de la convocation dans les brefs délais d'un grand débat national ou même encore de la libération des manifestants pacifiques. Ben, vous l'avez dit vous-même. J'ai fait un certain nombre de préconisations et sur ces questions, je suis d'ailleurs constant. Je suis constant. Une démarche n'empêche pas une autre. Je dis toujours que l'opposition, ni chez nous, ni nulle part dans le monde, n'est une famille homogène. L'opposition, c'est un ensemble d'organisations qui ont des objectifs propres, qui ont chacun ou chacune des organisations sa vision, et la souveraineté de la détermination de leur démarche à un moment ou à un autre. Donc pendant que les uns ont une démarche, celle dont nous venons de parler, et que je respecte tout à fait, puisque y être aujourd'hui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu d'autres démarches avant ou n'en auront pas d'autres après, nous pensons que l'issue pour que le Cameroun voit un nouveau jour, c'est connu et sur ce point, nous sommes convergents. Il faut l'alternance au Cameroun. 2018 a été un rendez-vous manqué. Ça va encore heurter les gens quand je le dis. Je ne compte pas le nombre de personnes que j'ai croisées quelque temps avant les élections et qui me disaient « on aurait dû t'écouter, on aurait dû s'inscrire ». D'autres vont me retorquer en me disant « mais oui, on s'est inscrit, on avait même des cartes d'électeurs, mais nous, non, on n'était pas sur les listes ». Je peux vous dire, je peux prendre l'exemple de la secrétaire générale de la coordination 11 millions de citoyens de Douala Premier, qui, pour la première fois de sa vie, s'est inscrite sur une liste électorale, a obtenu sa carte d'électeur sur laquelle était mentionné son bureau de vote. Elle est arrivée au bureau de vote, elle n'a pas pu voter.
Et des personnes comme celle-là se comptent par milliers. Et les CAM m'a dit récemment qu'ils sont en train de publier, et c'est l'occasion de le dire à ceux qui nous écoutent, ils sont en train de publier de nouvelles listes depuis quelques semaines, mises à jour, dans lesquelles donc ils sont en train d'intégrer les noms de ceux qui avaient des cartes et qui n'ont pas voté. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on avait donc fait exprès de ne pas mettre les noms de ces gens sur les listes électorales, de peur que peut-être on dise que l'opération 11 millions d'inscrits n'a peut-être pas atteint 11 millions, mais ça en est approché. Mais je ne suis pas très surpris que certains commencent à parler de 10 millions comme objectif. Ça veut dire qu'ils savent très bien qu'on s'en est peut-être approché. Mais c'est ça aussi les injustices et les frustrations d'une société démocratique ou réputée démocratique comme la nôtre. Donc je continue à dire que si on s'inscrit massivement sur les listes électorales, madame, monsieur Coco, si on s'inscrit massivement sur les listes électorales, si nous votons massivement, si nous surveillons le vote, l'alternance arrive dans ce pays. Et quand je dis cela, souvent les gens rient. Je suis encore en train de dire qu'il est possible que cette année, l'opposition obtienne plus de la moitié des sièges au Parlement, c'est possible. Je suis encore en train de dire que si cela est fait, nous pouvons avoir une élection présidentielle en 2020. C'est possible. Il suffit que vous ayez la majorité au Parlement, puisque vous partagez l'initiative des lois avec l'exécutif, et que vous révisiez la Constitution, et que vous intégriez dans cette Constitution que nous sommes dans un pays où lorsqu'une élection est fraudée, une enquête est ouverte, et cette élection peut être annulée et reprise. Et vous mettez là-dedans une exception à la non-rétroactivité qui dit que cette loi est applicable tout de suite et même pour les 2 dernières élections. Au même moment, une enquête parlementaire est ouverte. Le faux est établi, l'élection est reprise. C'est possible. Je parle en tant que juriste. Ça a l'air facile, pourtant c'est aussi simple que ça. Mais il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Parce que, en plus, ayant créé le Sénat, ils n'ont pas fait du Sénat la chambre haute, mais en fait la chambre basse. Parce que la véritable chambre haute, c'est l'Assemblée nationale. C'est donc possible, madame. Allons nous inscrire. Et je voudrais dire une chose ce matin. Hier soir, je discutais avec un aîné et je lui ai souvent rendu hommage ici, M. Sambaka. Nous étions un bon groupe. Et nous nous sommes rappelés que, curieusement, la seule fois où l'opposition a gagné une élection dans ce pays, c'était en 1992. Parce que chaque fois que vous dites aujourd'hui que l'opposition, qu'on va aux élections, les gens vous retorquent qu'avec le code électoral actuel, ce n'est pas possible de gagner. Pourtant, l'opposition, en tout cas les partis d'opposition, ont déjà obtenu la majorité dans ce pays. C'était en 1992. Comptez le nombre d'années, madame. C'est-à-dire qu'à un moment où le code électoral en vigueur, je ne sais même pas s'il en existait à l'époque, en tout cas, les textes disparates qui régulaient ou organisaient les élections à l'époque étaient si rétrogrades, étaient si restrictifs. Le système électoral était si mauvais. En tout cas, 100 fois plus mauvais qu'aujourd'hui. Et pourtant, c'est bien à cette date que l'opposition a remporté une élection. Comment cela a-t-il été possible? Parce que les gens votaient massivement. Ils croyaient encore au vote. Parce que les gens participaient massivement. Parce que les gens surveillaient leur vote. Comment ça se fait que plus de 20 ans plus tard, avec un code 7 qui a toujours des énormes insuffisances, mais, reconnaissons-le, amélioré grâce d'ailleurs à la combativité de ceux qui nous ont précédés dans le champ politique, avec un système évolué, avec les WhatsApp, les Facebook, une jeunesse éduquée, instruite, une communauté internationale alerte, des textes internationaux ratifiés, comment on veut me faire croire qu'on a pu gagner en 92 avec un système aussi mauvais et qu'on ne peut pas gagner en 2019 avec un système aussi amélioré? Je dis, arrêtons la fuite en avant. Madame, c'est possible. Chacun dans nos arrondissements doit chercher où se trouve l'antenne Elecam et aller s'inscrire et prendre une carte. Même à RD Congo, on l'a compris. 60 millions, je crois, de Congolais en âge de voter, 40 millions de votants. Vous avez vu le résultat. La deuxième chose que je propose, madame, vous l'avez dit tout à l'heure, vous me coupez quand vous voulez. Je l'ai bien dit. Qu'on libère, et je suis péremptoire là-dessus, tous les manifestants pacifiques. Je précise bien les manifestants pacifiques. Je n'ai pas dit de libérer tous les manifestants. Parce que il faut bien que nous sachions aussi que la colère ne peut pas être la solution. Et que la destruction des acquis ne peut pas être la solution. Je suis clair là-dessus. Quelqu'un qui marche, et comme j'ai vu certaines images, sur qui on tire, qu'on arrête pour rien, il marchait, oui, il a bravé une interdiction.
Mais de là à l'arrêter, de le condamner, non. Mais celui qui s'est saisi d'un caillou, qui a lancé, qui a tiré, qui a cassé, lui, en revanche, doit devoir répondre de ses actes. Cela n'est pas propre au Cameroun, c'est propre à toutes les grandes démocraties du monde. J'en ai d'ailleurs aussi profité pour dire qu'il faut libérer tous les autres qui ont été arrêtés. Et là, je le dis, parce que nous sommes dans la voie de l'apaisement. La crise anglophone, elle a atteint un niveau où si nous voulons le retour à l'apaisement, nous sommes obligés d'aller vers l'amnistie. Nous sommes obligés d'être volontairement amnésiques sur un certain nombre de choses. Parce que la paix n'a pas de prix. La guerre n'a pas d'issue. Donc j'en ai profité pour réitérer cela, madame. Tout comme j'appelle à ce que tous les leaders politiques qui sont arrêtés, et sur cette question je suis constant, des gens qui n'ont rien fait, puisque de toute façon leur apparition sur le terrain a été vue. À quel moment ont-ils cassé? À quel moment? Bon, maintenant, on attend peut-être qu'on nous dise, peut-être qu'on a des éléments qui les inculpent pour qu'ils les accablent. Mais sous réserve de cela, il faut qu'on les libère. Troisième chose, madame, j'appelle à un grand débat national. Il est encore temps de le faire. N'attendons pas que la situation dérive, que nous arrivions à un point de non-retour. Souvenez-vous de la crise anglophone. On a passé le temps dans ce studio, en ce qui me concerne, et d'autres personnes avec moi, à dire, arrêtons-nous, discutons. Ceux qui nous écrasent depuis des années ont décidé de mettre un terme à la discussion, de jeter des gens en prison, puis de les libérer. Maintenant, ils sont dans un cul-de-sac. Voilà la situation où nous nous trouvons. Ça se délite de jour en jour. Asseyons-nous, abordons les grandes questions. Quelles sont ces questions? Madame, est-ce que vous savez que dans la région de l'Adamawa, le rapt est devenu monnaie courante? Exactement. Et que 30% seulement des personnes libérées aujourd'hui sont libérés par les forces de défense. Et que 70% de ceux qui sont libérés sont libérés contre rançon. Ça veut dire, madame, que nous sommes dans un pays où, pendant que nous sommes sur le front de la crise anglophone, pendant que nous sommes sur le front, qui n'est pas fini, de Boko Haram, nous sommes dans une affaire où, en plein jour, le rapt, le kidnapping est devenu monnaie courante. S'ajoutent à ça des crises de toute nature, des tensions politiques comme celle-ci, les crises s'amoncellent, madame. On ne peut pas continuer comme ça. Si nous voulons léguer un pays à nos enfants, à supposer que nous autres, je parle de moi, pas de vous, je suis le plus vieux ici, soyons sacrifiés, au moins arrêtons, nous abordons les grandes questions. Voilà quelques suggestions que j'ai faites et j'espère qu'ils vont écouter. Mais de toute façon, qu'ils écoutent ou pas, nous continuerons à suggérer. Parlant de rap justement dans la région de l'Adamawa, il faut dire que le chef de l'État a envoyé bien sûr 130 éléments du groupement polyvalent d'intervention hier. Donc ils ont été déployés dans cette région pour restaurer l'ordre et la sécurité beaucoup plus. Dans un instant, juste après la publicité, nous allons évoquer bien sûr les actions du mouvement 11 millions sur le terrain. On sait que tout récemment, vous étiez à Bafia, à Ezeka et dans d'autres localités. À Diban également. Nous allons évoquer cela sans oublier, bien sûr, les élections qui approchent, élections municipales, législatives et probablement régionales. Des sujets et bien d'autres à aborder avec Kabralibi, qui est notre invité ce matin. De 33 minutes du côté de Yaoundé, on nous écoute sur Tropic FM 88.1 FM, mais également dans ce studio en direct Kabralibi. 3 élections, du moins, auront lieu cette année. On parle des régionales, des municipales et législatives. Comment se prépare-t-on au sein de 11 millions et du parti Univers? Alors, si les régionales ont lieu, ce sera une forfaiture de plus. Peut-être même de trop. Pourquoi? Mais parce que il n'est pas logique et même pas sain que les délégués régionaux soient choisis par le collège électoral que nous connaissons, celui des conseillers municipaux, dont le mandat arrive à son terme. Il me semble que ce n'est pas logique. Mais ils l'ont fait déjà avec les sénatoriales. Vous savez bien que pour les délégués, les conseillers régionaux ou le conseil régional, en réalité, ce sont les délégués des départements. Et le code électoral est d'ailleurs muet là-dessus. Si je vous demande maintenant combien de délégués il y a par département, vous ne pouvez pas me dire. Parce que le code électoral annonce un texte réglementaire qui devra fixer le nombre de délégués, et ainsi de suite. Bon, évidemment, ils vont faire leur gerrymandering habituel, mais au moins qu'il y ait ça. Deuxième chose, ce collège électoral devrait être constitué des conseillers municipaux et de l'ordre des chefs traditionnels.
cet ordre n'a pas existé pour le choix des sénateurs. Ira-t-on encore à l'élection des délégués régionaux sans l'existence de cet ordre? Je pense que toutes ces choses mises bout à bout commandent qu'il y ait une sorte de sursis à cette élection si on veut être dans un environnement sain. Mais bon, on sait de qui on parle et à qui on a affaire. Les environnements sains, ce n'est pas leur habitude. Donc, si jamais ils décident de faire la forfaiture, ben, ils auront les retours de la forfaiture, comme souvent. Ils se montrent insensibles, mais peut-être de moins en moins compte tenu du caractère du retour. Maintenant, sur les autres élections, je les ai abordées tout à l'heure déjà, oui, en partie. Comme je l'ai dit quelque part, je reste convaincu, madame, que la mairie, la commune, c'est le levier fondamental de développement. Au-delà de tout ce que nous disons, je suis le premier à reconnaître que notre dispositif de décentralisation est déficient. Il est mauvais. J'aime souvent un jeu de l'esprit du juriste que je suis, qui rappelle que le président de la République, il est élu et il exerce le pouvoir exécutif. Les députés et les sénateurs sont élus, ils exercent le pouvoir législatif. Les conseillers municipaux sont élus, quel pouvoir exercent-ils? C'est les seuls élus qui n'exercent aucun pouvoir. C'est les seuls élus qui n'ont aucune immunité. Parce que vous ne pouvez pas faire du n'importe quoi au président, il jouit d'un arsenal immunitaire. Vous ne pouvez pas arrêter un député, il a des immunités. Le seul élu, Pierre Kouemo en est l'illustration parfaite, que vous pouvez arrêter comme vous voulez, le jeter en cellule quand vous voulez, c'est bien l'élu municipal. Pourtant, c'est celui qui est le plus proche du citoyen. C'est celui qui dispose de la capacité au mieux de régler le problème du citoyen, parce qu'il est l'élu le plus proche du citoyen. Il y a une révolution qu'il faut apporter à ce niveau-là. Et c'est cette révolution, pour ceux qui lisent notre projet et qui le liront lorsqu'il sortira sous forme d'ouvrage, comprendront le point d'honneur que nous marquons sur la régionalisation, sur la gouvernance de proximité. Et nonobstant tous les blocages, toutes les insuffisances qu'il y a, nous avons fait des études et découvert, comme nous le disons souvent pour les inscriptions, que nous pouvons révolutionner la fonction publique locale. Il faut un statut, le jour où nous aurons le pouvoir, du personnel municipal. Nous ferons les réformes qu'il faut. Mais actuellement, madame, c'est possible. Enfin, je ne m'intéresse pas trop à leurs affaires, mais j'ai quand même noté qu'il y a un maire qui a été nommé ministre. Mais oui, comment cette dame a-t-elle construit sa notoriété dans ce pays? Par son action dans une mairie. Pour ceux qui prennent des raccourcis, ben, quand j'ai suivi ça, c'est la seule chose qui m'a accroché dans ce gouvernement. Je me suis dit, enfin, les gens peuvent comprendre maintenant que vous pouvez partir de votre mairie pour des fonctions plus élevées, parce qu'au moins, vous aurez apporté la preuve de cela. Mais pour une formation politique, pour un mouvement politique, pour nous, c'est fondamental. Parce que nous voulons démontrer dès les mairies, malgré les blocages et les insuffisances qui existent, que nous avons une vision qui nous permette de transformer le quotidien des gens dans la gouvernance de la proximité. C'est pour cela qu'il faut, je dis aux jeunes, aux hommes, aux femmes, aux anciens, allons à l'assaut des communes. Ne laissons pas cela encore une fois de plus entre les mains des personnes inconséquentes qui n'ont aucune vision, qui pensent qu'ils ne doivent que s'enrichir sur le dos des citoyens. Vous savez, les maires sont les personnes les plus impopulaires au Cameroun, parce que les citoyens se demandent toujours, mais à quoi ils servent au juste? Ils prélèvent de l'argent dans les marchés, prélèvent de l'argent. Il y a toute une fiscalité communale au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'ils font? Où sont-ils? On ne les voit jamais. Il faut changer cela, madame. Tout comme aux législatives, je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas besoin que je revienne là-dessus. Ce pays peut prendre une autre direction dès 2020 si nous avons la majorité. Quand je dis nous les formations politiques de l'opposition, si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale. C'est possible. Alors ne laissons pas passer cette chance. C'est pour cela que depuis le 2 janvier, je suis sur le terrain. Vous savez, quand je me suis donné un temps de repos et de mobilisation de la diaspora, vous avez lu tout ce qui a été dit. Voilà, il est ceci, il est cela. Moi, j'ai regretté que beaucoup de mes contempteurs n'aient pas exploité le temps de mon absence, entre guillemets, pour aller sur le terrain. Mais j'ai été très heureux de voir qu'une fois que je suis rentré et que j'avais repris le terrain, paf, tout le monde s'est réveillé à nouveau. On a arrêté d'insulter et on m'a rejoint sur le terrain, c'est tant mieux. Moi, j'ai toujours été comme ça. Souvent, nos intuitions sont les bonnes, nous commençons, les autres suivent. Ça ne nous donne pas un orgueil particulier, nous sommes heureux. Et je dis,
allons sur les inscriptions. Moi, je voudrais m'adresser tout particulièrement à ceux qui écoutent. Arrêtez de vous laisser embarquer par la, comment je peux appeler, par le défaitisme. Employons un terme simple. Tout ce qui vous raconte que voter ne sert à rien, je vous dis, il vous trompe. Tout ce qui vous raconte que la carte de l'électeur ne sert à rien, il vous trompe. Le système qui nous écrase ne prospère que grâce à ça. Je viens de rappeler, madame, un fait historique. C'est qu'en 92, et c'est curieux, la dernière fois que l'opposition a gagné une élection dans ce pays, c'était en 1992. C'est possible. Je ne sais plus en quels termes je dois le dire. Je ne sais plus comment je dois faire. Nous, à 11 millions de citoyens avec le Parti Univers, vous l'avez vu, j'ai commencé en tant que candidat, proclamé troisième. J'ai commencé par des zones où, manifestement, les compatriotes ont jeté leur dévolu sur moi. Je vais vers eux, je leur dis merci. Parce que nous sommes dans un environnement où souvent, on ne va vers les électeurs que lorsqu'on veut quelque chose et on ne revient plus pour leur dire merci. En fait, c'est un tour du Cameroun que je vais faire. J'ai commencé par le sud et je suis en train d'aller progressivement vers d'autres régions pour dire merci. Moi, j'ai découvert, vous savez, je suis sorti deuxième dans la Damawa, deuxième dans la province, dans la région du Nord. Je vais repartir et il y a des localités où j'ai fait des scores mais incroyables. Que ce soit d'ailleurs des scores officiels ou alors des scores officieux que nous avons. Donc je repars vers mes compatriotes pour leur dire humblement merci. C'est pour cela que vous me voyez, je passe très peu de temps à Yaoundé maintenant, je suis tout le temps sur le terrain. Mais en plus de cela, il faut former nos compatriotes, leur rappeler les enjeux de 2019. Donc, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire 11 millions de citoyens et le Parti Univers, nous sommes en train de discuter avec un certain nombre de formations politiques parce que nous croyons encore et nous croirons toujours à la mutualisation pour faire ensemble, là où c'est nécessaire, des listes communes. Nous sommes déjà en train de former nos compatriotes, nos membres, nos camarades. Comment est-ce qu'on fait une liste? Vous me voyez, quand le professeur Koumvonda a du temps, on y va ensemble parce que lui il a l'expérience de cela. Il a été maire, il est conseiller municipal. Et c'est très compliqué parfois de faire un dossier. C'est même parfois plus compliqué que le dossier d'un candidat à l'élection présidentielle. Et vous savez, sur une liste de 25, de 45 ou je sais pas, de 61 personnes, si une pièce manque dans un dossier, ça annule toute la liste. Donc c'est une élection très délicate, les élections locales en tout cas. Donc nous prenons le temps d'aller vers nos camarades. D'abord, là où il y a déjà des candidatures annoncées, nous les formons. Comment on fait une liste en observance de la loi. Là où il n'y a pas encore de candidature, nous les suscitons. Là où c'est nécessaire, je l'ai dit tout à l'heure, de mutualiser avec d'autres formations politiques. Nous sommes en train de travailler à la mutualisation. L'objectif pour nous, c'est quoi? C'est de faire perdre du terrain aux partis et aux groupes. Surtout parce que moi, j'aime pas parler de partis parce qu'en réalité, ceux qui nous écrasent sont plus un groupe d'individus qu'un parti politique. Mais ils se sont réfugiés dans un parti politique qu'ils utilisent comme cache-sexe. Donc, nous devons faire perdre du terrain à ceux qui nous oppriment, ceux qui nous écrasent, ceux qui nous spolient. Et en cela, nous mutualisons avec tous ceux qui acceptent de mutualiser pour qu'une majorité se dégage en 2019, qui nous fasse respirer et qui nous donne la possibilité de donner une autre direction à ce pays. Mais comme je l'ai dit, une démarche n'annule pas une autre. Nous allons sortir par là, Cabral Libby, une fois la page de la présidentielle fermée. Vous êtes allé aux États-Unis. Pendant ce temps, le climat post-électoral devenait plus tendu avec des contestations de l'élection de Paul Biya. Paul Biya qui, lui, par la suite, a nommé ses ministres. Quel sens donnez-vous à la nouvelle équipe gouvernementale? Tout à l'heure, vous avez fait un clin d'œil au ministre Cortés. Mais quel sens est-ce que vous donnez à cette nouvelle équipe gouvernementale des grandes opportunités? Alors, d'abord, il y a un président qui a été proclamé élu. Il s'est octroyé 71%. Dans un pays normal, quand vous avez 71%, vous n'êtes pas loin du plébiscite. Ça veut dire que le peuple vous a signé un chèque en blanc. Mais évidemment, comme nous sommes tous Camerounais et que nous savons où nous sommes, nous savons très bien que 71% des Camerounais ne peuvent pas avoir signé un chèque en blanc. Un système qui a échoué aussi lamentablement. Ce n'est pas possible. Sauf que cela est en partie lié, madame, au désintéressement et à la désaffection politique. Parce que rappelons quand même que nous sommes environ 15 millions de Camerounais en âge de voter et que selon les chiffres officiels, seulement 3,5 millions sont allés voter.
Et quand nous savons comment ça s'est passé sur le terrain avec le gonflement des suffrages et les bourrages d'urnes, ça veut dire qu'en réalité, il y a moins de 3,5 millions de Camerounais qui sont allés aux urnes. Alors, si dans un pays, vous êtes 15 millions en âge de voter et que moins de 3 millions vont aux urnes, ça veut dire qu'il y a 12 millions de Camerounais environ qui, le 7 octobre 2018, étaient tranquillement couchés chez eux, attendant que le changement arrive grâce aux 3 millions. Mais regardez donc, quand vous avez un système comme celui-ci, regardez les résultats officiels. Parce que malheureusement ou heureusement, c'est encore le seul document de travail officiel que nous avons. Vous voyez qu'une région comme la région de l'extrême nord, il y a 825 000 inscrits. En fait, 1 300 000 inscrits. J'arrondis, hein. 825 000 votants. Et le candidat proclamé élu engrange 712 000 suffrages. Alors, si dans une élection où il y a moins de 3 millions de personnes qui participent, un seul candidat réussit dans une région sur 10 à avoir 712 000 suffrages, je parle de documents officiels, vous voyez que c'est très compliqué. Donc, nous formons les gens, nous leur disons, allez-y. Mais pour revenir à votre question, qui est celle du gouvernement, je disais donc qu'il a reçu officiellement un plébiscite et il nomme les ministres qu'il veut. Le citoyen que je suis regarde tout cela avec beaucoup de regrets. Parce que même lorsque les gens vous auraient voté, montrez-vous au moins attentif donc aux attentes de ces gens-là. À moins que moi, à titre personnel, je vive dans un état parallèle, différent de celui dans lequel eux ils se trouvent. Mais je crois que tout au long de la campagne, il y a des choses qui ont été entendues. Le besoin de rafraîchissement, de rajeunissement, de renouvellement. Le peuple veut voir que ceux qui gouvernent se montrent plus attentifs à leurs problèmes. On veut voir dans la décision gouvernementale une réelle captation des préoccupations et des attentes du peuple. Rien du tout. Mais en même temps, madame, ça a un peu de sens. Vous savez, lorsque les gens se sont autant échinés pour bourrer les urnes pour vous, lorsque les gens ont pris le risque de battre, de bastonner, parce qu'aujourd'hui on parle de marche et de baston, mais le 7 octobre, combien de nos camarades ont été violemment battus, jetés hors des bureaux de vote. On a vécu toutes sortes d'abaissements, toutes sortes de dérives. Lorsque les gens se sont autant échinés pour vous, lorsque les gens se sont autorisés autant de faits répréhensibles en votre faveur, par loyauté et par reconnaissance, qu'est-ce que vous faites? Vous les maintenez. Vous avez vu, et moi ça m'amusait beaucoup, lorsqu'il y a une nomination du jeune à l'ENAM, ce qui, bon, en théorie, cela ne pouvait que m'enchanter. Je me suis dit, mais tiens, enfin, on a des trentenaires qui sont nommés, même comme dans le fond, un trentenaire à la tête d'une école où il a été formé, ça peut poser un problème. C'est comme si vous sortiez du lycée, vous avez le bac, et 2 ans après, vous êtes nommé proviseur dans le lycée où vous avez eu le bac. Ça fait quand même bizarre, non? Vous comprendrez que le surveillant général que vous avez laissé se sent un peu frustré. Mais ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut un profil de carrière en tout. Et puis, il y a des fonctions qui, bien qu'elles soient politiques dans le forme, en réalité, ne sont pas aussi politiques que ça. Mais ça, c'est des affaires, ça les regarde. Mais ce qui m'avait amusé à l'époque, c'était de voir la levée de bouclier qu'il y avait eu en interne. Et ça se voyait, ça se sentait. Et il y a des anciens qui disaient à qui voulaient l'entendre, mais nous, on s'est battu pour ce monsieur. On s'est roulé dans la boue pour lui. On a pris tous les risques. Et maintenant, à peine il est élu, il est proclamé élu, qu'il sort du chapeau des gens qu'on n'a pas vus pendant la campagne. Ça ne va pas se passer comme ça. Et je pense que le message lui est parvenu. Et puis il a cédé, et puis il a reconduit simplement les mêmes. Donc, on ne peut pas en attendre grand-chose. Quand on reprend les mêmes que nous avons depuis 36 ans, vous aurez donc les mêmes résultats que vous avez depuis 36 ans. N'en attendez pas grand-chose, chers compatriotes. Lancez-vous à la bataille, faites ce qui est de votre pouvoir. Allons à la conquête des fonctions électives. Mais moi j'ai une préoccupation, Marie-Flo, vraiment la dernière, parce que l'un des principaux reproches qu'on faisait au mouvement 11 millions, c'est de n'avoir pas atteint son objectif d'inscrire 11 millions de personnes, parce que le fichier s'est limité seulement à 6 millions d'électeurs. Est-ce qu'il y aura d'autres stratégies pour atteindre 11 millions ou même dépasser ce cap-là?
proximité et encore proximité. C'est d'abord mental, hein, le premier levier. C'est pas que les gens n'ont pas suivi notre message. Enfin, quand on vient plusieurs fois à Balafon, on tient le même discours. J'entends dire depuis Yaoundé que vous êtes l'une des radios, si ce n'est la plus écoutée de la ville de Douala. Donc on se doute bien que si à ce moment-ci, je m'en vais le dire, je dis aux compatriotes, inscrivez-vous sur les listes électorales, c'est sûr que les gens sont en train de m'écouter. Et parmi ceux qui sont en train de m'écouter, il y en a qui ne sont pas inscrits. Donc en temps normal, ils devraient être en ce moment-ci en train de demander à leurs voisins où se trouve l'antenne et les cams la plus proche. Mais beaucoup sont en train de m'écouter et en train de se dire, je suis sûr, si je pouvais être magicien, j'entendrais ici les gens qui sont en train de dire, ah, ça ne sert à rien. Il parle pour lui. Il parle pour lui là-bas. avec les Kamsi, ça ne sert à rien. Avec le système-ci, ça ne sert à rien. Mais écoutez, madame, si on part sur ce postulat, il n'y a donc rien à faire. N'allons même pas aux élections, ne faisons rien. Je rappelle qu'en 92, les conditions étaient encore plus difficiles et l'opposition a pu gagner. Ne nous cachons pas derrière. Ces faiblesses sont réelles, madame. Mais je vous dis, rien ne résiste à la bourrasque populaire élective ou électorale. Rien. Donc, oui, monsieur Coco, on nous a fait le reproche, et j'en suis même fier, finalement, parce que nous nous sommes appropriés courageusement à cette problématique. Nous nous sommes sacrifiés. Vous savez, quand on coordonne un mouvement comme celui que je coordonne, où vous voyez la jeunesse, contre toute attente, se lever, faire des sacrifices indicibles. On se moquait de nous partout. Ces jeunes sous le soleil, pendant que d'autres s'étaient donné pour mission de nous lessiver, de nous insulter. Mais oui, parce que quand vous dites on n'a pas atteint l'objectif, mais indexez aussi ceux qui ont passé le temps à dire Cabral Libye c'est un pion. Ce n'est pas possible de gagner les élections dans ce pays. Si quelqu'un vous dit de s'inscrire, ça veut dire qu'il roule pour Paul Biya. Vous avez suivi ça, non, madame? Et sur les réseaux sociaux, et je tiens justement... Mais curieusement... On nous écoute en live. Curieusement, madame, beaucoup de ceux qui le disaient sont aujourd'hui en train de marcher pour un non-holder. Ça veut dire qu'ils prétendent qu'ils ont gagné. Mais comment peuvent-ils avoir gagné une élection alors qu'ils ont passé le temps à dire, je ne parle pas des responsables de ce parti, je parle des Tintins qui écrivent tout et n'importe quoi. Donc vous comprenez que je suis dans l'ironie. Évidemment, ce qu'ils font n'a aucune portée. Mais quand je dis aucune portée, je suis excessif. Il y a des gens que ça affecte, madame. Moi, j'ai rencontré des gens qui regrettaient de ne pas s'être inscrits. Autant je suis heureux, j'exulte devant la jeune Ange Sarah, cette jeune bamoise dont je parle tout le temps, qui est allée s'inscrire parce qu'elle a lu le code électoral avant ses 20 ans. Et elle a vu qu'on pouvait s'inscrire à 19 ans si on avait les 20 ans, l'année de l'élection, avant la date de convocation du code électoral. Elle allait camper à Elecam et elle s'est inscrite. Il y en a comme ça des centaines, voire des milliers. Autant je suis heureux pour cette jeune fille, autant je suis heureux. Vous savez, ce matin encore, la voiture qui devait me transporter ici n'est pas venue à l'heure. Et puis, c'est un camarade, un ami, qui passait par hasard, qui m'a pris à l'hôtel. Et il allait déposer son fils à l'école. Dès que je suis entré, et c'est son fils qui m'a salué le premier. Bonjour, monsieur Cabral. Et j'en ai l'habitude maintenant. Souvent, je suis dans la rue, je vois un enfant qui tire le bras de son père ou de sa mère et dit, voilà Cabral. Donc, je me dis parfois, je suis au moins le président des enfants. Mais, ça veut dire que le travail que nous avons abattu a touché même les plus petits. Vous savez, ils ont 7 ans aujourd'hui, 8 ans, 9 ans. Dans 10 ans, ils auront 20 ans. Ils auront l'âge de voter. Donc, mais il y a ceux qui ont saboté, ceux qui ont saccagé, ceux qui ont combattu ça. Et je crois qu'eux aussi doivent reconnaître leur responsabilité dans cela. C'est pour cela que ce n'est pas à moi seul qu'il faut imputer cela. Ils sont nombreux qui ne se sont pas inscrits. Alors voici le moment, inscrivez-vous. Et je le dis encore, la stratégie est simple, claire comme l'eau de roche. Nous nous inscrivons massivement. Et c'est dès maintenant qu'il faut désigner les représentants dans les bureaux de vote. Parce qu'il y a une chose qu'on nous a reproché et qui est vraie aussi. Nous n'avons pas pu avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Moi, j'avais mandaté avec le Parti Univers 21 000 personnes. Le jour du vote, au moins 10 000 nous ont fait défaut. D'ailleurs, parce que, une fois de plus, nos adversaires politiques avaient publié la veille du vote que j'étais dans une voiture
en train d'aller signer un pacte avec le directeur du cabinet civil. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Les mêmes ont répandu le même soir que j'avais déchargé 300 ou 500 millions pour payer les représentants dans les bureaux de vote. Beaucoup, jusqu'aujourd'hui, ont séquestré nos PV au prétexte qu'on a bouffé l'argent qui leur était destiné. Voilà la politique qui se fait dans notre pays. Nous, on assume, il n'y a pas de problème. Nous considérons que chaque fois qu'on abat un travail, avec acharnement, avec volonté, avec vérité, avec abnégation, même après qu'on soit mort, les résultats seront visibles. Et nous, on continue. Les gens peuvent insulter, raconter, brailler. Madame, je suis péremptoire. Si nous nous inscrivons, nous votons massivement, nous nous arrangeons, surtout que là, on va vers les élections locales, donc c'est plus facile à surveiller, madame. Il y a 360 circonscriptions électorales pour les communales et 58 circonscriptions électorales pour les législatives. Nous pouvons, et nous sortons d'une élection présidentielle, donc nous connaissons le nombre de bureaux de vote et nous savons où ça se trouve. Donc, en réalité, nous ne devrions pas avoir de peine pour trouver des gens qui bénévolement, parce qu'on n'aura jamais l'argent pour les payer. Moi, je préfère dire la vérité. Notre mouvement à nous n'a pas les milliards. Heureusement, d'autres en ont. Et d'ailleurs, j'étais allé vers eux, mais ça, c'est du passé. Donc, nous pouvons désigner aujourd'hui, au moins là où nous présentons des listes, des gens qui bénévolement, courageusement et sérieusement, j'insiste sur sérieusement, parce qu'on a vu des choses, madame. Quelqu'un est représentant dans un bureau de vote, on vient lui dire vers 13 h que toi, tu es ici même, tu surveilles pour Cabral Libye. S'il est président, tu vas le voir où? Voici tes 5 000 et tes 10 000. Va manger, va boire. Vous gagnez ta part ici. Et il prend les 5 000 et les 10 000. Et il nous ramène d'ailleurs un faux PV. Donc, vous savez, nos malheurs viennent de beaucoup d'endroits et de beaucoup de personnes. Mais nous parlons comme ceci parfois, aussi, sur un ton badin. Mais pour que les gens comprennent que chacun, là où il se trouve, a sa part de responsabilité et a peut-être sa contribution à apporter à la dynamique et à l'œuvre de changement. Cabral Libye, merci. Je pense que Emmanuel Coco... Mais pourquoi vous soupirez quand j'ai fini de parler? C'est comme si je... Non, loin de là. Est-ce que tu as remarqué que c'est le tout premier candidat malheureux à l'élection présidentielle que nous recevons en 2019 quand même? Et ça arrive à la fin du mois, le premier mois de 2019. Et c'est Cabral Libye. Ben, je suis souvent comme ça. Hein. Le premier à faire des choses. D'autres vont suivre. Merci Cabral Libye d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Ben, écoutez, je ne peux pas refuser l'invitation de Balafon. Vous savez, je ne le dirai jamais assez. J'étais entré dans ce studio, j'avais à peine la moitié de la caution. Et quand je suis sorti de ce studio, on a réussi à obtenir l'autre moitié de la caution. C'était, vous avez eu le courage, mais ce n'était pas qu'à moi. Vous ouvrez vos portes à tous ceux qui se battent, et parce que vous m'avez ouvert vos portes. Je considère que vous avez contribué, même involontairement, à ce que nous atteignions nos objectifs. Je ne veux pas qu'on vous taxe maintenant d'être 11 millions pour univers. Je sais d'ailleurs qu'on vous a souvent taxé de cela. Avec une image d'un conducteur de moto qui était venu spontanément. Voilà, Mesmin s'appelait-il. Il était venu ce jour donner ses 35 000 francs. Et pour ces personnes, je continuerai à me battre. Vous avez bien vu qu'on essaye, mes contempteurs, mes adversaires, de m'attaquer sur cette question de la crédibilité, en essayant de dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais bon, vous savez, je suis aussi, heureusement, le parangon de transparence et j'espère que ceux qui viendront après moi dans votre studio resteront sur cette lancée. Merci. Merci à vous et tant que je peux, je suis là. Bonne suite d'ailleurs pour vos descentes sur le terrain parce qu'il faut dire que vous continuez de demander. Dès demain, je suis sur le terrain. Demain, après-demain et dans 3 jours, je suis sur le terrain. Demain, vous serez où? Demain, je suis à Msondo. Msondo. Oui, après je dois aller à l'ouest à Galim, après je dois aller à Kribi, puis je crois à Kailé. Bon, bref, il y a tout un agenda qui est calé au fur et à mesure, il y a Pitois, bon bref. Parfois, heureusement, vous savez, c'est devenu tellement, je vieillis et puis je me suis associé des compétences qui m'aident maintenant à gérer l'agenda. Bonne suite. Merci à vous. De l'agence Société Générale Cameroun vous a énervé? Faites-nous parvenir vos réclamations à l'adresse département.qualité@socjeune.com.